Bien, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News qui reçoit chaque semaine un responsable d'une entreprise IT ou un acteur de l'IT en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le général Watin-Augouard. Mon général, bonjour. Bonjour. Alors, avant de passer au sujet qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est-à-dire le FIC et puis la cybersécurité dans le domaine un petit peu militaire et public, on commence toujours cet entretien par une question d'actualité. Est-ce qu'il y a une actualité qui vous a, je dirais, à la fois intéressé, interpellé ces derniers temps ? Bah écoutez, oui, c'est une actualité qui est peut-être un peu décalée par rapport au FIC, mais en même temps qui revient sur le sujet du FIC. C'est la loi qui a été promulguée il y a peu de temps en France sur la manipulation d'informations. Vous savez que cette loi a été voulue après les soupçons de manipulation liés au référendum du Brexit, liés à l'élection américaine, liés à l'élection française avec le Macron Leaks. Le soupçon est un terme un peu faible, peut-être. Oui, bon, je dis soupçon pour ne pas mettre en cause une puissance étrangère, mais vous voyez, on sait très bien qui est à l'origine de ce genre d'opération. Et donc, là, on voit aujourd'hui qu'on est arrivé à un moment crucial dans la gestion de l'information véhiculée sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est les réseaux sociaux, je t'aime moi non plus. À la fois, on a envie d'avoir recours à ces réseaux sociaux pour communiquer, pour partager dans des communautés. Je like, je retweet. Et en même temps, on en voit toutes les difficultés, tous les dangers quant à la liberté que nous avons nous-mêmes de prendre en compte un événement, de comprendre un phénomène et de ne pas subir de pression, de rester en quelque sorte libre dans notre choix. Et vous voyez, cette loi est intéressante parce que elle met en balance deux éléments fondamentaux, la sécurité et la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'où je vais dans la liberté d'expression et jusqu'où je vais dans la réglementation des réseaux sociaux pour faire en sorte que cette liberté d'expression ne soit pas utilisée par d'autres à des fins qui ne sont pas forcément celles que l'on attend. Et donc vous portez un jugement sur cette loi, vous pensez qu'elle sera à la fois bonne et efficace ? C'est une loi, vous savez, parfois dans la loi, il y a deux façons de la voir. Ou bien on demande à la loi d'être efficace, on dit à la loi de proclamer un principe. Le principe, c'est qu'il faut sauvegarder la vérité dans l'information qui est véhiculée. Là, ça sera intéressant pour nous parce que la première application de cette loi, ça va être les élections européennes. Pour les élections européennes, 3 mois avant le premier jour du scrutin, on va avoir cette mise en œuvre d'un certain nombre de procédures, obligeant par exemple les opérateurs, les plateformes, à être transparentes sur la publicité, l'origine de la publicité, le montant de la publicité, qui va à côté qui accompagne en quelque sorte, qui sponsorise des contenus. Donc on va avoir un certain nombre de phénomènes, plus des actions éventuellement en justice. Quelles seront ces actions en justice? Que fera le juge des référés? Comment il va agir? Quelle sera la jurisprudence? Donc non seulement on a une loi qui vient de sortir, qui est pas parfaite, mais il faut bien à un moment donné faire quelque chose, mais on va voir justement comment elle va ce sera le premier test en grandeur. En grandeur nature, voilà. Alors, on va parler aussi de vos activités propres. Vous vous intéressez aux questions de cybersécurité déjà depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Vous aviez publié remis un rapport au ministre de l'Intérieur à l'époque, en 2005, je crois. Et puis en 2007, vous avez été à l'initiative du FIC, donc la première édition, qui cette année-là était un colloque sur une demi-journée, je crois, avec quelques centaines de participants. Et donc cette année, donc la semaine prochaine, il y aura la 11e édition, et cet événement cette conférence est devenue un événement au moins européen, peut-être même au-delà, qui est une véritable réussite. Enfin, je crois que les observateurs sont assez d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait penser finalement que vous en êtes arrivé là? Enfin, quels sont les ingrédients alors qu'il y avait déjà d'autres conférences sur le domaine de la sécurité qui existaient? Qu'est-ce qui a fait que le FIC est devenu l'événement de référence de la sécurité? Alors je crois qu'à l'origine, en 2005-2006, on parlait assez peu encore de cybersécurité en France. D'ailleurs, on était en retard en France par rapport aux autres pays d'Europe, enfin nos voisins, les Britanniques, les Allemands. En 2005-2006, il y avait ce sentiment que quelque chose était en train de bouger
Et on n'avait pas encore eu l'attaque de l'Estonie. Donc, vous voyez, c'est 2007. On était encore dans une approche très cybercriminalité, avec le sentiment que ça montait en puissance. Et la question qui était posée, est-ce que demain, on ne pourrait pas avoir une cyberattaque qui vise un État? Voilà, donc c'était un peu la réflexion de l'époque. Et il n'y avait pas beaucoup de réunions sur ce type. Et à ma connaissance, je n'en avais pas recensé d'autres, du moins, qui avaient l'ambition de faire un décloisonnement entre le public et le privé. Faire en sorte que tout le monde se parle. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas assurer la cybersécurité si d'un côté il y a les acteurs publics qui font leur travail, de l'autre côté les acteurs privés, et que personne ne se parle. Donc l'objectif c'était ça. Et moi j'étais convaincu qu'à partir du moment où on mettait tout le monde, je dirais, autour d'une même table, et sans avoir, on va dire, d'enjeux politiques, économiques, financiers, mais simplement partager des expériences, à ce moment-là, on avait des chances de réussir. Voilà, c'était un petit peu le pari sur l'avenir. Je voulais faire un peu les entretiens de Bichat, comme on faisait pour la médecine, sur la cybersécurité, faire en sorte que tous les ans, les experts, tous les gens qui travaillent sur le sujet se retrouvent en disant ben, voilà ce que, pour moi, l'année précédente, l'année écoulée, m'a apporté en termes d'expérience, en termes de pistes de réflexion. Et donc, on en arrive à cette 11e édition qui va réunir plus de 10 000 participants. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Écoutez, la semaine prochaine, oui, je pense que nous allons dépasser les 10 000 participants. C'est très important pour nous, 10 000 participants, plus évidemment une participation, enfin quand je dis plus, dont une participation étrangère importante, puisque 95 pays aujourd'hui, hein, d'ici la semaine prochaine, on aura peut-être d'autres qui viendront, envoient des délégations, sont présents, donc c'est quand même quelque chose de très fort, avec plus de 400 entreprises présentes. On a l'habitude de dire que c'est un événement européen, mais finalement on est sorti du cadre européen, on est à un événement planétaire. Oui, absolument, oui. Bon, l'Europe évidemment, parce que quand vous êtes à Lille, vous êtes à 1 heure de Londres, 1 heure de La Haye, 1 heure de Bruxelles, 1 heure de Paris, pas très loin de Luxembourg, l'Allemagne avec le TGV, c'est relativement facile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit arriver massivement l'Afrique, qui connaît une transformation numérique, et donc l'Afrique vient à Lille. Nous voyons arriver des pays asiatiques, le Japon, l'Inde, nous voyons arriver des pays d'Amérique latine, le Canada, bien sûr les États-Unis. Donc il y a vraiment une internalisation qui, bon, je pense, va s'accentuer dans les années à venir. Très bien. Alors, parmi les thèmes, enfin les axes de cette 11e édition, il y en a un qui concerne l'Europe de la confiance et de la sécurité. Bon, sans être trop négatif, on peut dire qu'en ce moment, enfin depuis quelque temps, l'Europe politique est un petit peu en panne, pour 36 raisons. Est-ce que vous pensez que, pour ce qui concerne la confiance et la sécurité, l'Europe est un espace qui est efficace et qui fonctionne plutôt bien? Alors c'est un espace essentiel. C'est un espace essentiel parce que quand on parle souvent de souveraineté numérique, la France ne pourra pas, aucun pays d'Europe ne peut accéder à une souveraineté numérique si ce n'est pas une souveraineté partagée au sein de l'Europe. Et vous voyez, il y a un exemple très intéressant, c'est l'exemple du règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Beaucoup de gens ont dit, oui, qu'est-ce que c'est encore cette espèce de machine européenne? Le seul élément quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde disent « Oui, l'Europe est un nain politique, ok, mais l'Europe est un géant économique. Et pour faire du business avec l'Europe, il faut qu'on puisse traiter des données à caractère personnel d'Européens. Et donc, si on veut traiter des données à caractère personnel d'Européens, il faut que notre réglementation soit conforme au règlement européen. Donc vous avez des pays qui sont en train de modifier leur propre législation pour venir se caler sur la législation européenne. Et ça, à mon avis, je dirais que c'est un élément très fort, très puissant, qui montre que quand l'Europe le veut, elle peut très bien compter sur la planète. Et l'Europe se réveille. L'Europe se réveille. On le voit avec un certain nombre de dispositions qui ont été prises depuis une dizaine d'années, mais ça s'accélère en ce moment. Ça s'accélère un peu en ce moment parce que, comme il y a les élections européennes bientôt, la Commission veut finir le travail rapidement, mais on voit bien qu'elle s'est réveillée sur plein de sujets, sur les infrastructures importantes, les infrastructures critiques, pour mieux protéger les opérateurs de services essentiels, pour mieux protéger les fournisseurs de services numériques, avec une directive européenne, avec le règlement européen sur les données à caractère personnel, avec le règlement futur européen, la Cybersecurity Act, qui est en fait la volonté de l'Europe de créer vraiment une politique de cybersécurité à l'échelle de l'Europe, à une condition,
c'est que l'Europe ne choisisse pas le plus petit dénominateur commun, car vous avez 28 pays en Europe, mais vous n'avez pas 28 pays égaux dans le niveau de cybersécurité. Personnellement, j'ai une opinion sur le sujet. Je crois qu'il faut qu'on reparte, comme on l'a fait au début avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, faire un deal franco-allemand sans oublier nos amis britanniques, et puis construire quelque chose de fort ensemble, et progressivement, le reste viendra s'agréger. Vous voyez, mais vous n'avez pas les mêmes niveaux de cybersécurité dans tous les pays d'Europe. Voilà. Donc, l'Europe, on en a besoin, il faut qu'elle se réveille, il faut qu'elle ait vraiment une ambition. Alors, pour qu'il y ait une ambition, il faut une ambition politique. Donc, là aussi, il faudrait que le couple franco-allemand soit encore plus fort dans cette ambition en matière de cybersécurité. Mais il ne faut pas qu'elle se situe à un échelon, on va dire, un échelon supranational. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans la cybersécurité, il y a beaucoup d'éléments qui relèvent de la souveraineté, de l'indépendance nationale. Vous voyez, on ne peut pas imaginer demain qu'une équipe de pompiers grecs, serbes ou autres viennent regarder ce qui se passe dans les opérateurs d'importance vitale français. Voilà. Donc c'est toute oui, donc c'est un équilibre assez difficile à trouver. Voilà, c'est ça. Alors parmi les présentations de cette 11e édition, il y en a une qui s'intitule ou qui concerne l'augmentation croissante à la fois de la complexité et de la puissance des attaques. Et donc évidemment, et ça, on le constate, on en parle régulièrement de ces sujets, on voit bien que ça correspond à la réalité. Pour contre-attaquer et pour contenir ces attaques qui sont de plus en plus répétées, puissantes, évidemment, il faut mettre plus de ressources, donc plus de compétences, plus de technologies. Et parmi toute cette panoplie, il y a un élément dont on parle beaucoup, et puis il y a eu un plan l'année dernière sur le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que, l'intelligence artificielle, c'est vraiment alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un ensemble de technologies qui permettront d'améliorer de manière significative la cybersécurité? Et question subsidiaire, c'est malheureusement, ces technologies sont disponibles des deux côtés. Donc évidemment, les hackers ne vont pas se gêner pour pouvoir les utiliser. Donc comment vous voyez les choses? Ben oui, à votre question, on va répondre par oui, mais. Oui, incontestablement, l'intelligence artificielle peut nous aider. Pourquoi? Parce qu'on travaille de plus en plus en amont. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'attaque ait lieu pour réagir, pour prendre des mesures. On essaye de la déceler en amont, notamment en faisant des analyses de flux de données. Et donc l'intelligence artificielle va permettre justement de faire des corrélations, de voir à un moment donné ce qui est normal. Je prends souvent l'image du chien qui est dans votre maison ou votre appartement. Bah, il aboie pour des gens qu'il ne connaît pas, mais il n'aboie pas pour le facteur, il n'aboie pas pour les amis, les gens qu'il reconnaît. Ben, c'est un peu la même chose. L'intelligence artificielle, c'est comme le chien qui, à un moment donné, va détecter des flux qu'il va considérer comme anormal, des flux anormaux, pardon, et donc qui vont, en quelque sorte, obliger l'opérateur à prendre des mesures de gel, de confinement ou bien de précaution. Donc tout ça, ça permet de travailler en amont, à une condition, c'est qu'on n'oublie jamais que l'intelligence artificielle sans l'intelligence naturelle de l'homme, de l'humain, exactement, c'est rien, parce qu'en fait, on peut avoir des faux positifs, on peut avoir des erreurs qui sont commises, et on ne peut pas non plus laisser à l'intelligence artificielle le soin de prendre toutes les décisions. Donc à un moment donné, quand bien même on a, on va dire, des visualisations, avec notamment tout ce qui est big data, la visualisation d'un certain nombre de phénomènes, il faut qu'à un moment donné, l'humain intervienne en disant attention, là il faut faire une discrimination. Et donc, vous voyez, pour votre première partie de la question, oui, mais il faut l'humain. Et la deuxième partie, c'est que, évidemment, on peut imaginer qu'une intelligence artificielle lutte contre une intelligence artificielle, nous envoie de fausses informations, modifie nos propres informations, pour en quelque sorte nous tromper, et faire en sorte qu'on ne voit pas apparaître une cyberattaque, alors qu'en fait elle est masquée. Oui, Alors, est-ce que ça veut dire finalement la course des gendarmes et des voleurs continue? Oui, c'est ce qu'on appelle le canon et la cuirasse. Oui, c'est-à-dire que plus le canon augmente, plus on augmente la cuirasse, plus on augmente la cuirasse, plus on augmente le canon. Et donc, vous voyez que c'est un phénomène, je crois qu'on n'a pas fini, même si, à un moment donné, ça mènera chez l'attaquant une obligation de posture
qui sera tellement lourde en moyens humains et financiers qu'il ne pourra pas passer inaperçu. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit attaquant aujourd'hui qui opère dans un réseau, ça peut encore exister. À partir du moment où vous mettez en œuvre de l'intelligence artificielle, bien, on peut très bien avoir des groupes mafieux qui travaillent au profit d'un pays. Et le pays bon. Mais en fait, on est vraiment, je crois, là, rentrer dans une phase tout à fait nouvelle, un nouveau combat d'intelligence artificielle contre les intelligences artificielles. Très bien. Alors, on va parler aussi de votre autre activité, puisque vous êtes directeur du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Donc, on va parler un peu militaire. On dit souvent que la cyberdéfense, c'est la 5e armée. Donc, il y a mer, air, terre, espace. Donc, il y aura une 5e armée qui est la cyberdéfense. Est-ce que ça, c'est une manière d'appréhender les choses, mais aussi, c'est un peu comme l'écologie, ça diffuse partout. C'est-à-dire que le numérique est partout, il est dans la mer, il est dans la terre, il est dans l'espace, il est dans l'air. Donc, il y a un peu cette double composante qui va aussi pour le militaire. Est-ce que vous pensez que, finalement, cette manière d'appréhender a une importance décisive, ou est-ce que finalement il faut que les deux approches sont complémentaires? Et puis une question subsidiaire, c'est la France a pris la mesure de l'importance de ces questions, je crois que c'est ce que vous dites assez régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'elle en a pris les moyens? Alors sur la première question, d'abord la cyberdéfense, ce n'est pas que la cyber des armées, parce que c'est la protection de l'ensemble des opérateurs d'importance vitale, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Bien sûr. Donc, si vous voulez, ce qui est important pour nous, c'est que, justement, il y a ce décloisonnement. Les armées doivent travailler ensemble et donc interarmiser, si je puis dire, leur action. C'est ce qu'elles font aujourd'hui avec le commandement de la cyberdéfense. Mais tout cela travaille aussi avec l'écosystème civil. Donc, il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de cloisonnement, sauf lorsque on demande aux armées de faire de la cyberdéfense offensive, c'est-à-dire en fait faire des opérations cyber dans le cadre des opérations militaires. Bon, là c'est un autre métier, mais dans le reste du temps, les gens se parlent, s'échangent, et on s'échange aussi bien dans le domaine de la cyberdéfense que dans la lutte contre la cybercriminalité, parce que à un moment donné, dans une enquête judiciaire, vous pouvez trouver des éléments qui vont intéresser la cyberdéfense, et dans la cyberdéfense, des éléments qui vont intéresser. Donc ça correspond bien à l'approche du FIC, finalement. Voilà, et vous verrez d'ailleurs, si vous venez au FIC, que la semaine prochaine, c'est qu'en fait, vous avez la défense, l'intérieur, tout le monde est là, et tout le monde se parle, et tout le monde va participer à des ateliers ensemble. Enfin, voilà, donc là, sur ce point-là, c'est très bien. Est-ce qu'on a pris conscience? Oui, on a pris conscience, c'est une prise de conscience politique. Maintenant, est-ce qu'on s'est donné tous les moyens? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut encore faire des efforts. La grande difficulté qu'on a, si vous voulez, c'est que on n'est pas dans un monde où on peut dire je bascule du jour au lendemain dans l'espace numérique et j'oublie le monde d'hier, le monde ancien. Le monde ancien, il continue à exister. Vous avez encore des meurtres, des assassinats, des coups et blessures, des vols à main armée. Vous avez encore des actions... et puis il y en aura toujours. Des actions de terrorisme, ainsi de suite, qui sont complètement dans le monde réel. Si vous dites à l'État, bon, on oublie tout ça, maintenant on passe complètement dans le monde cyber, on va vous répondre, mais attendez, qu'est-ce que je fais pour ce que je vis aujourd'hui ? Et donc on a vraiment cette difficulté, on est sur deux jambes, il y a une jambe qui est encore dans l'ancien monde, une autre qui est dans le nouveau monde, et il faut peut-être donner un peu plus de force à cette autre jambe en revoyant ne serait-ce que la formation des gens, le recrutement, la gestion des ressources humaines. Parce que ça, c'est une grande question qui va se poser, qui se pose déjà en matière de cybersécurité, c'est comment trouver la ressource humaine apte à prendre en compte justement tous les enjeux. Formation, recrutement, gestion de carrière. Je vais former qui? Comment je vais les recruter? Pour leur proposer quelle carrière? Dans le civil, dans le militaire, dans le privé. Vous voyez, ça c'est une vraie question et je pense qu'elle est au cœur de la réflexion, parce que vous pourrez mettre toutes les intelligences artificielles les unes à côté des autres ou sur les autres. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez en matière de technologie. Si vous n'avez pas les compétences dans les entreprises, dans les administrations, dans les forces, pour pouvoir justement prendre en compte ces questions de cybersécurité, alors vous allez passer à côté de la réalité. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets, et puis pour toutes ces questions, on aura l'occasion d'avoir quelques réponses à cette prochaine édition du FIC. En tout cas, mon général, merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous accueillerai avec plaisir. Merci.